Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Bah oui, ça va. Je suis dans Dixon Discute, donc ça va. Et alors déjà, présente-toi. Je m'appelle Alice et je suis une artiste fée. Fée, Fée. ça veut dire quoi? Fée, c'est un métier qui existe très peu, je crois. Et ça consiste principalement à mettre des paillettes dans la vie des gens. Et comment tu fais ça? Je fais ça en écrivant des poèmes, en leur racontant des histoires et en inventant des rituels. Des rituels de quel ordre? Ce que j'appelle des rituels, c'est des petites expériences très douces, très bienveillantes, qui permettent aux gens d'avoir un moment d'intimité avec eux-mêmes, un moment d'introspection, qui fait du bien, qui fait voyager et qui permet de se rencontrer soi-même. D'accord, on va revenir là-dessus après parce que j'ai plein de questions. Mais déjà, depuis quand tu fais ça? Depuis quand je suis une fée? Ouais. Je crois que j'ai compris que j'étais une fée depuis, je dirais, 2 ans. Avant, je disais juste que j'étais une artiste. Ouais. Et c'est quoi la différence? Bah, si je te dis je suis artiste, ferme les yeux, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois quelqu'un qui fait de l'art, mais je sais pas sous quelle forme, ça dépend quel type d'artiste t'es. Et si je te dis que je suis une fée, qu'est-ce que tu vois dans ton imaginaire? Comme ça, tout de suite, je vois la fée Clochette. Ok? C'est comme ça que je vois ça. Bah voilà, du coup c'est beaucoup plus parlant. Du coup, c'est pour pousser l'imaginaire des gens que tu dis que t'es une fée? Euh, c'est pour que les gens comprennent très vite dans quel univers je suis et aussi très vite dans quel univers je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne peins pas, je ne fais pas de sculpture, je ne dessine pas. Voilà. Du coup, t'es pas plasticienne. Je suis pas plasticienne du tout. Mais qu'est-ce que tu fais alors concrètement? Artistiquement parlant, du coup, parce qu'il y a quand même une part d'artistique là-dedans. Je pense que le plus simple, ce serait que je raconte le rituel avec lequel tout a commencé. Bah, vas-y, on Ok. t'écoute. C'est un rituel qui s'appelle Bouteille à l'amour, où j'accueille le spectateur vêtu d'une longue robe blanche avec une immense tresse rose qui me descend jusqu'en bas des fesses. Et je propose au spectateur de d'écrire la lettre d'amour qu'il n'a jamais osé écrire. Je lui laisse ce temps-là. Ça peut durer 5 minutes, 20 minutes. Les gens n'écrivent pas forcément à un amour, ils peuvent écrire à un parent, à une idée, à eux-mêmes. Quand la personne a fini d'écrire sa lettre, je la prends, je la trempe dans l'eau. Et là, il y a tous les mots qui disparaissent, qui se dissolvent dans l'eau. Cette eau, je la récupère dans une petite fiole. On ferme la fiole. Sur la fiole, je grave le nom de la personne à qui c'est destiné ou le titre de la lettre. Et les gens repartent avec leur lettre d'amour liquide, invisible, à tout jamais. Il y a une part de. J'ai l'impression que tu installes une part de magie, une forme de magie, avec tout ce rituel qui crée des mots invisibles. Et c'est comme ça que tu te. Comment dire? Tu te ressens être une fée en installant cette part de magie-là. Exactement, parce que je crée une aura, en fait, avec le décor, avec mon costume, avec tous les objets que je fabrique pour toutes les étapes du rituel. Par exemple, pour verser l'eau de la lettre dans la fiole, il faut un entonnoir. Quelle fiole je choisis, etc. Tout ce matériel, c'est porteur d'un univers et, comme j'ai dit, ouais, d'une aura. Ce qui permet aux gens de vraiment entrer dedans, de jouer le jeu et de laisser tomber leur résistance. Et comment ça t'est venu ça? Comment ça m'est venu? Ce rituel en particulier ou tout en général? Les deux, pourquoi pas? Ce rituel en particulier,
Le début du début, c'est l'histoire d'une amie qui allait se marier et qui m'a dit « Alice, je voudrais brûler toutes les lettres d'amour que j'ai gardées de mon amour de jeunesse. Je ne veux pas le faire toute seule. Est-ce que tu peux m'aider ?» Je lui ai dit « Ok, et est-ce que je peux filmer ?» Elle m'a dit « D'accord. » Donc on a trouvé un petit endroit où on pouvait brûler les lettres sans danger. Et ensuite, ça a donné une vidéo où on la voyait approcher la flamme de l'allumette. Et au moment même où la flamme éclairait la lettre, le spectateur pouvait lire une bribe de mots, mais en même temps, ça y est, c'était mangé par le feu. Donc c'était une très belle vidéo. Le seul problème, c'est que c'était une histoire tellement intime, tellement personnelle pour cette amie, que je l'ai utilisée juste dans une exposition. Je voulais pas l'utiliser plus que ça. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose et j'aimerais bien proposer aux gens, dans des cadres d'exposition, de pouvoir eux aussi brûler leurs lettres d'amour. Mais sauf que le feu, c'est dangereux. Et là, il y a une amie, une collègue, Marguerite, qui m'a dit, et si tu utilisais de l'eau ? Et j'ai dit ok. Et ça a démarré comme ça. Et la première fois que j'ai fait Bouteille à l'amour, c'était sur un coup de tête. J'étais dans une résidence, un workshop de création au Portugal. Et j'ai eu envie de le faire là, maintenant, tout de suite. Il y avait un petit magasin chinois qui vendait tout et n'importe quoi, un bazar. J'ai trouvé des fioles. Le bassin le bac dans lequel j'allais immerger les lettres d'amour, c'était un Tupperware. Et le papier à lettres, c'était du papier cuisson que j'étais allée demander à la boulangère. Ok. Ça, c'était la première fois que j'ai fait Bouteille à l'amour. Et petit à petit est venue la robe blanche, la tresse, le matériel que j'ai amélioré, un poème que j'ai écrit dessus. Et le rituel s'est perfectionné au fur et à mesure. Du coup, parce que moi, ce que j'entends, c'est que c'est une vraie performance artistique, Oui. mais auquel le public est obligé de participer. Sinon, ça marche pas. Oui. Du coup, ça, c'était un choix dès le début de pouvoir faire de l'art qui demande au public de participer obligatoirement. J'ai toujours créé pour être en contact avec les gens. Voilà. Mais tous les artistes te diront qu'ils sont en contact avec les gens. Mais d'une autre manière, tu vois, avec une forme de distance, du fait qu'ils proposent et que les gens reçoivent, tu vois, et pas forcément participent. Du coup, tu aurais pu choisir une autre forme. Pourquoi cette forme-là, avec l'envie de faire participer pleinement à ton art les gens qui le reçoivent? Parce que je crois que le matériau qui m'intéresse et me plaît le plus, c'est les autres. Les autres, c'est une matière. Pendant longtemps, quand j'étais aux Beaux-Arts, que j'apprenais, que je ne me connaissais pas encore, j'utilisais des protocoles créatifs pour rencontrer des gens. Par exemple, j'avais imprimé une série de cartes postales avec des performances à activer soi-même. Ça pouvait être comme par exemple regarder dans le ciel et compter les étoiles. Bon, j'avais un stock comme ça de cartes postales et je croisais les gens dans la rue et je leur proposais de m'échanger une carte postale de performance contre une idée de performance à eux. J'ai eu un autre travail où j'allais dans une brasserie bavaroise, c'était à l'époque où j'habitais en Allemagne, pour demander aux piliers de bar qu'est-ce que ça représente pour eux la Franconie. La Franconie, c'était la région allemande dans laquelle j'habitais. Voilà. Donc en fait, mes protocoles artistiques, c'était un prétexte à rencontrer l'autre. Et ensuite, j'ai pris confiance en moi. J'ai su qui j'étais et je me suis rendu compte que maintenant, c'est bon, les autres m'avaient apporté des choses. Et moi, maintenant, avec mon expertise de fée, c'était à moi de leur apporter quelque chose. Donc, j'ai inversé les rôles. D'accord. Tu t'as dit que tu as fait les beaux-arts. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, les beaux-arts, dans son envie de créer et dans son protocole, comme tu dis, artistique, une fois qu'on a trouvé son propre protocole? Et deuxième question qui va avec, comment, parce que ce que tu me dis, ça m'a l'air assez détaché du classicisme de l'art, comme on l'entend. C'est-à-dire les arts un peu primaires, écrire, peindre, sculpter, même les performances artistiques qui mettent les gens en spectateur en direct. Comment on se détache de ça pour trouver sa forme d'art et comment
en vrai, ce qu'on a vécu aux Beaux-Arts ou ce qu'on a appris aux Beaux-Arts impacte ce qu'on fait actuellement? Ok. Alors déjà, moi, j'ai trouvé cette pratique bien après les beaux-arts. Quand j'étais aux beaux-arts, j'étais encore très touche à tout. Je pensais qu'il fallait que je sois photographe, qu'il fallait que je sois dessinatrice, ta, ta, ta. Je vais reprendre ta première question. Qu'est-ce que ça apporte les beaux-arts? Premièrement, les beaux-arts, ça apporte un atelier. Donc un espace où quand on arrive, on n'a rien d'autre à faire que se mettre à créer. Quand on est chez soi, on a envie de faire la vaisselle, faire la lessive, être sur Insta. Bon, ça apporte un cadre où on a juste ça à faire. Ça apporte des professeurs. Des professeurs qui ne sont pas dans le même rapport à l'élève que dans d'autres matières. Aux Beaux-Arts, on peut aller manger chez un prof. On peut aller partir en vacances, on va appeler ça un workshop, chez un prof. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc les professeurs aux Beaux-Arts ont un rapport intime avec nous, ce qui fait qu'il n'y a pas trop ce truc, je crois, de domination et de « il faut faire bien ». C'est plutôt « qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je vais t'aider à le mettre en place pour que ce soit intéressant aussi pour les autres. » Parce que parfois on a des idées, c'est intéressant que pour soi. Et les Beaux-Arts, ça apporte des camarades de classe avec qui on peut faire des trucs ensemble, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous aider à faire des projets. Voilà, enfin, voilà tout ce que m'a apporté les Beaux-Arts. Et ensuite, ta deuxième question, c'était comment on se détache de ça ? Ouais. Quand on assume qu'on est soi, et quand on accepte que c'est pas parce qu'il y a personne, c'est pas parce que t'as pas d'exemple dans ton panel d'artistes, de gens qui font ça, que ce que tu fais ne peut pas exister. Donc moi, je connais personne qui fait ce que je fais. Parfois, je me sens très seule dans ma pratique. Mais en même temps, c'est très flatteur pour moi de me dire waouh, ça n'existe pas. Mais ça c'est un peu. J'ai l'impression que. En plus, j'ai interviewé quelqu'un ici qui me disait que dans la créativité, il y a un côté un peu égocentrique. On veut se dire qu'on a créé, on veut se sentir unique. J'ai l'impression que c'est ça qui est un peu titillé. C'est pas forcément une tare ou une critique ou négative, tu vois, mais je crois que tous les artistes ont ça. Moi-même, je crois l'avoir parce que quand tu cherches ton style ou tu cherches ta pratique, tu veux avoir ce côté unique. Et j'ai l'impression aussi que à chaque fois que tu vas utiliser un art qui est déjà utilisé par les autres, par exemple, moi j'écris, je vais toujours trouver le moyen de dire ouais, mais moi c'est différent parce que ça, tu vois. Euh, donc, est-ce que là, c'est une question qui est un peu piquante, je vais dire, mais est-ce que quand on fait ça, on le fait pas juste pour être unique ou vraiment ça vient à nous et par la force des choses, c'est unique? Je fais ça parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est la seule chose que j'aime faire. Et s'il y avait plein d'autres gens qui faisaient une pratique qui ressemble à ce que je fais, je l'aurais fait quand même. Ok. Je peux pas faire autre chose en fait. Mais est-ce que du coup, tu penses que ça aurait été la même... T'aurais trouvé cette pratique-là ou ça aurait été sous cette forme-là si t'avais pas fait les Beaux-Arts? Non, parce que aux Beaux-Arts, j'ai rencontré 2 professeurs qui ont complètement changé ma vision de l'art. Jean-Paul Thibault et Céline Domingy, c'est eux qui m'ont fait mêler la performance à tous les actes du quotidien. On arrivait en cours, on commençait le cours par une séance de yoga. On allait faire de la danse contact. Dans un workshop, ils allaient nous emmener rencontrer des chasseurs, faire tout un travail autour de la nourriture. Donc eux, ils m'ont énormément marqué et c'est eux qui m'ont autorisé à utiliser vraiment mon intuition dans ma pratique artistique. C'est eux qui m'ont autorisé à penser, si ça te fait plaisir, fais-le. Mais c'est très bien ça. C'est ce qu'il faut, je crois. De toute façon, en vrai, ça peut pas être autrement. Tu peux pas être un bon artiste dans tous les cas
quoi que tu fasses si il n'y a pas cette notion de plaisir. Oui, En soi, l'art, exactement. c'est, comme je dis souvent, c'est un travail passion, il y en a plein. Mais l'art, c'est profondément ça. Et si tu crées pas avec cette notion de plaisir, ça marche pas. Mm. Je pense qui que tu sois. Après, c'est un grand débat parce qu'il y a des artistes qui font pas ça pour le plaisir, mais qui font ça de façon très mercantile et ça marche aussi. Bon, grand bien leur face, tu vois. Mais pendant longtemps, je me suis ennuyée dans ma pratique artistique. Hein. Quand Pendant tu faisais longtemps, quoi, par exemple? de la photo, du dessin, de la vidéo. J'aime pas du tout faire ça. Et pendant longtemps, je me forçais à faire ça parce que c'était les exemples que j'avais autour de moi et que je croyais que c'était ça, être artiste, plasticien. Hmm. Et quand j'ai commencé à faire Bouteille à l'amour et que j'ai vu le plaisir et surtout l'évidence que c'était pour moi, c'est-à-dire j'avais plus besoin d'aller regarder ce que fait tel autre artiste pour avoir des références, pour nourrir mon discours, pour intellectualiser ma pensée. Non, juste moi je savais ce que j'avais à faire. Alors, du coup, souvent, je demande qu'est-ce qui t'inspire Oui. dans les autres œuvres ou chez les autres artistes ou quelles sont tes inspirations. Mais je sais pas si je peux te poser la question à toi parce que tu viens de dire que t'as plus besoin de voir ça. Du coup, est-ce que t'as plus besoin de voir pour t'inspirer ou avoir de nouvelles idées ou est-ce que tu continues quand même à t'intéresser aux autres arts et t'as des artistes qui t'inspirent, juste c'est pas ta pratique et tu veux pas y toucher. Ah oui, oui. Je continue toujours de voir ce qui se passe autour de moi, de m'inspirer des œuvres des autres artistes. Le rap français est très important dans ma pratique. Je saurais pas te dire trop pourquoi. Je crois que c'est les univers dans lesquels me mettent les chanteurs qui me nourrissent. Euh, Sarah Korzek, par exemple, qu'on a rencontrée, qui travaille sur le conte, le récit, le féminin, mais avec des dessins. Donc elle emmène aussi dans un autre univers. Des collègues artistes qui... En fait, je sais pas, la dernière fois j'étais à la Fondation Lafayette et j'ai vu le travail de Rachel Rose qui avait fait une vidéo à moitié en film, à moitié en animation, complètement féerique, dingue, psychédélique. J'ai vu ça, j'ai été emmenée dans son univers. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait un collage. Donc oui, bien sûr, je continue d'observer, de m'imprégner de plein d'arts différents. Ah, Et parfois, c'est inconscient aussi, je pense. ouais. Donc tu crois que ça peut ça peut s'inscrire dans ta pratique, mais sans que tu le veuilles vraiment. Voilà, sans que c'est tellement quelque chose du quotidien que dont je vais m'imbiber petit à petit, jour après jour, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, que du coup, ça va ressortir à un moment donné. Mais tu vois, t'as dit que t'avais vu une œuvre une fois et que t'es rentré, t'as fait un collage. Oui. Est-ce que quand tu fais ça, parce que ça doit pas t'arriver qu'une fois, de rentrer, de t'essayer à d'autres arts ou à d'autres formes d'art, comme ça, parce qu'une inspiration, une envie, est-ce que t'as pas envie de montrer ça aussi? Oui, t'as vraiment raison de mettre le doigt là-dessus. Je fais des collages depuis très longtemps. Et comme ça rentre pas trop dans ma pratique de fait, j'arrive pas à le montrer. Mais il faut que je le fasse. Ouais, mais du coup, Donc, du coup, je m'enferme c'est ça que dans j'allais un dire. truc. Pourquoi? Ok, Tu vois, finalement, toi qui parles de liberté, qui parles du fait de se détacher de tout et de se ouais. libérer, en vrai, tu pourrais être une fée, une colleuse, ce que tu veux. En plus, ici, j'ai invité un artiste, Colin Gold, qui travaille le collage et qui est super génial. En déchirant des bouts de Ouais, papier. Ouais, je suis allée exactement. Et voir, c'est très, c'était très fort. incroyable. Euh, Pourquoi pas faire ça et dire, je suis une fée, mais je suis aussi autre chose. Et je vous propose autre chose parfois. Et même, je te dirais pas, je suis aussi autre chose. C'est même, en fait, faire des collages fait partie de mon monde Ouais. de fées. Mais ça t'est pas encore venu comme ça. Ouais, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais je prends pas encore le taureau par les cornes et du coup... Alors, est-ce que du coup, tu vois, la question qui est intéressante là, mais c'est une question que tout le monde se pose. Même Oui. moi, je me la suis posée, tu vois. C'est pour ça que même
quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que j'étais un auteur avec un S. J'aime bien dire entre parenthèses avec un S parce que j'essaye de m'affranchir des barrières. Et en vrai, pas tellement parce que je reste dans mon cadre qui est l'écriture. Mais quand j'ai une envie d'écrire quoi que ce soit, je l'écris. J'ai commencé par le théâtre et finalement je me suis essayé à la nouvelle. On me demande souvent pourquoi j'écrirais pas un livre. En vrai, j'ai des idées de livres, mais je me sens pas encore prêt, j'ai pas encore l'idée en tête comme il faut, tu vois. Du coup, je le fais pas encore, mais je vais m'essayer au cinéma bientôt, à la série. Enfin, j'ai pas de barrière, tu vois. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est parfois inconscient. Il y a beaucoup d'artistes qui se disent, et on se dit, en vrai, parce que je m'inclus dedans aussi, on se dit libre et hors des barrières, et en fait, on en a. Oui. Ben, je pense que on a peur de pas que les gens ne sachent pas qui on est. Tu sais, on a besoin de se catégoriser pour que les gens voient ah, ça c'est du Dixon, ah, ça c'est du Alicie Ferganray. Et j'imagine que beaucoup d'artistes ont une pratique qui suit un fil rouge pendant longtemps. Et une fois qu'ils ont émergé, qu'ils sont connus, qu'ils ont leur public, ils s'autorisent à écrire un livre alors qu'ils étaient peintres ou monter une pièce de théâtre alors qu'ils étaient rappeurs ou tu vois. Et Je sais pas, je pense à Mister V. ouais. Tu vois, qui Ouais. a lancé son album de rap alors que pendant très longtemps il était cantonné à youtubeur. Ouais, c'est vrai. Mais après, je crois que pour lui, si je dis pas de bêtises, on me corrigera si c'est pas ça. Mais je crois qu'il était très fan de rap à la base. Oui, et qu'il bien a sûr. toujours rêvé de ça en vrai. Et qu'il a sûrement. Parce que ça arrive aussi parfois, tu vois. Mais moi en vrai, j'ai pas envie d'être fée, hein, je veux être rappeuse. Mais pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? En plus, j'ai une question par rapport à ça, mais Ok. je la poserai après. Tu vois, mais parfois, il y a des manières détournées d'arriver vers ce qu'on veut faire. Tu Tout à vois, moi je le dis, des fois des gens me demandent pourquoi je fais ça. Et en vrai, ce podcast, c'est une manière détournée de rencontrer des artistes et de pouvoir parler de créativité. Oui. En vrai, peut-être que si j'aurais pu avoir la possibilité de parler avec tous les artistes que j'ai rencontrés ici dans un cadre privé pendant 1 heure de créativité, je ne l'aurais pas fait. J'ai pas eu le moyen de faire ça et je me suis dit, il faut que je trouve un prétexte pour pouvoir le faire. Tu vois, c'est la même histoire de protocole avec moi, où j'ai inventé des protocoles artistiques pour rencontrer des gens. Ouais, Et toi, tu as besoin de ce cadre où il y a forcément un rendez-vous, où on va venir à l'heure, où on va pas annuler, et on va se dédier l'un à l'autre 1 heure de discussion pour que ça existe. ouais, Mm. c'est ça. Mais du coup ça, c'est comment dire? Ça, c'est personnel. Tu vois, c'est dans ma vie personnelle. Mhm. Pour le cadre de Mister V, par exemple, lui, il a trouvé un moyen de se donner une visibilité. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est comme ça que moi je le perçois, tu vois. Un moyen de se donner une visibilité, un moyen de se faire des contacts qui puissent après légitimer le fait ou lui donner le cadre possible pour faire ce qu'il voulait vraiment faire, ou en tout cas ce qu'il avait toujours eu Tu envie de faire, penses? c'était rappeur. Je crois qu'il y a un peu de ça. Ah, moi j'imagine que il a fait ses vidéos YouTube parce que c'est ce qu'il avait envie de faire. Et quand il était connu, il s'est dit YOLO, maintenant je peux faire ce que je veux, je lance un album de rap. Ouais, mais du coup, est-ce que Alice, elle n'est pas fait parce qu'elle a envie de faire et pourquoi elle se dit pas YOLO, bah maintenant je peux faire des collages et faire ce que j'ai envie de faire. Pas encore en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui bloque? Tu vois? Qu'est-ce qui bloque En fait, le pire c'est que je poursuis, hein, mais le pire c'est que ce processus-là, artistiquement parlant, il n'est pas bloqué vu que tu le fais. Qu'est-ce qui bloque de le montrer? Alors qu'en vrai, tu as déjà une visibilité qui te permet de montrer ce que... Tu as déjà un espace qui te permet de montrer ce que tu veux. Tu vois? Tu as déjà un public qui te suit, Oui. tu fais des expos. Qu'est-ce qui t'empêche de dire aux gens, vous avez participé à d'expériences de fées, et ils arrivent dans la galerie ou dans le musée, et en fait, ben non, il n'y a pas de fées ici, il n'y a que des collages, et je vais vous en parler, et je vais vous dire ce que c'est. Qu'est-ce qui me manque? La décision, le fait de décider de le faire. Et là, c'est bien, en parlant, je crois que ça me débloque quelque chose Ben, ce serait top. et que quand Ça je serait vais top. rentrer dans mon atelier, je vais me dire, bah allez, Ce serait génial, on vraiment. y va les collages. Et j'ai une autre question, parce que aussi, tu l'as pas dit, mais tu es une conteuse. Oui. Et ça, c'est encore un autre truc. Peut-être ça participe de Bien la sûr, féerie, ça fait mais partie. c'est autre chose. Et
j'ai l'impression que tu as un vrai amour des mots. Oh oui. Pourquoi pas avoir essayé d'utiliser l'art des mots, l'écriture par exemple, et être passé par ce truc de je veux rencontrer des gens et du coup je veux prendre leurs mots pour en faire une performance et pas juste toi avoir donné tes mots, mais sans compter, juste en les proposant, tu vois. Ok. Euh, Dans mes rituels, j'inclus les mots, j'inclus la poésie. Quand j'accueille le public, pour les mettre dans l'ambiance, pour leur ouvrir la porte du rituel, très souvent, je leur demande de fermer les yeux et je leur lis ou je leur récite un poème que j'ai écrit exprès pour cette expérience, où les mots vont être choisis au millimètre près pour activer une énergie à l'intérieur d'eux. Donc ce qui est génial avec mes rituels, c'est que j'ai le côté performance, où je propose une expérience aux gens, j'ai le côté écriture, puisque je leur propose un poème, et j'ai même le côté manuel, puisque je dois fabriquer mon matériel de performance. Donc en fait, oui, il y a les mots dans mon travail artistique. Alors, est-ce que tes mots, ils sont toujours guidés par les autres? Pour rentrer un peu plus dans la création d'un processus. Parce que du coup, moi, je connais ton travail de conteuse, Oui, qui est un truc que tu proposes de façon très personnalisée. Là, tu me dis que tu personnalises aussi à l'entrée de tes performances oui, des mots pour les autres, une poésie pour les autres. Est-ce que c'est toujours guidé par les autres? Est-ce que jamais tu es chez toi toute seule et tu te dis j'ai envie d'écrire un poème bien sûr. Oui, 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 j'écris beaucoup pour moi-même. Du coup, là, c'est plus du rap, c'est pas de la poésie. Vraiment, du coup. Et ça, par contre, c'est mon jardin secret. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai dû poser devant des gens 10 fois dans ma vie en tout, maximum. Ouais. Pour toi, la poésie et le rap, c'est pareil ou pas? Non. Il y a quoi de différent? Euh, le processus, je crois. Même la Enfin, forme. euh, c'est juste que quand je me mets devant mon téléphone portable ou devant mon ordinateur pour composer un poème ou pour écrire un morceau de rap, en fait, l'intention n'est pas la même. Quand j'écris du rap, c'est pour me soulager moi, de quelque chose de douloureux en général. Donc, en fait, quand tout va bien dans ma vie, j'écris pas. Ok, Et alors que le poème, je suis au travail, tu vois. ok. C'est ça, je crois. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'arrive à partager mes poèmes aux gens. Parce que je les fais dans ma tête, dans un cadre de travail. C'est mon travail de fait, je le fais pour vous. Ça fait partie des étapes du rituel. Alors que le rap, c'est moi et moi-même, et avec un beat sur les oreilles. Alors, Ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que tous les artistes, en tout cas souvent, beaucoup j'en ai reçu ici, avaient un cadre artistique qui était pour les autres, pas forcément qu'ils y participent comme toi, mais pour les autres, et avaient un truc un peu secret Mm. d'un côté qui était un autre cadre artistique. Euh, est-ce que est-ce que toi tu penses que quand on est artiste, on a besoin des deux, et que du coup, ce qu'on a pour nous, on ne proposera jamais, Mm. ou est-ce que juste, il y a un truc qui nous fait un manque de confiance ou un manque d'assurance qui nous dit, bah ouais, mais ce qui est personnel, je peux pas le proposer aux autres. Ou est-ce que vraiment c'est pour se soulager soi et qu'on a besoin d'un cadre pour se soulager tout seul? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a le souci du travail bien fait. Et proposer quelque chose de personnel, réussir à le montrer, ça demanderait encore plus de travail parce qu'on veut que les choses soient bien faites. On veut que s'être entraîné 1000 fois à poser son texte, on veut le beat qui va bien, on veut que le mixage soit impeccable. Donc, en fait, c'est... Enfin, sortir un morceau, voilà, c'est tout un travail. Et donc, peut-être que il y a des petites parts de créativité où on n'a pas la foi ou le besoin ou le temps d'aller à fond là-dedans. Et du coup, on se concentre à montrer aux autres sur la création publique. Je sais pas si tu me suis. Si, je te suis, mais la question que je me pose, c'est du coup, comme toi, on, on crée une proposition très personnalisée, comment on sait que c'est la bonne et comment on est sûr qu'on puisse la faire? L'intuition, c'est ici. C'est ici. Après, on peut se tromper, hein.
récemment, le dernier rituel que j'ai fait, j'étais pas satisfaite du résultat. Et c'était très bien. Je me suis dit, ça m'a remise un petit coup de pied au derrière pour ne pas, comment on dit, m'asseoir dans mes... Enfin, Donc, ouais, tu vois ce que je veux dire. j'ai pas Ouais, l'expression. mais je vois ce que Mais... tu veux dire. Ouais. Se reposer sur tes lauriers, quoi. Exactement. Donc voilà, ça m'est arrivé récemment d'être persuadée que ce que j'avais préparé était parfait. En fait, il manquait des choses. Mais c'est toi qui a trouvé qu'il manquait des choses ou c'est C'est les gens à moi. qui tu as proposé qui t'ont dit il manque quelque chose? Non, non, les gens, eux, ils découvrent. Donc ils se rendent pas compte que ça pourrait être différent autrement. Mais c'est moi, quand j'ai vu l'effet du rituel sur les gens, je me suis dit, ah, il y a personne qui a pleuré, il y a personne qui m'a pris dans ses bras, il y a Ah, personne mais qui... donc tu cherches des réactions précises. Euh, pas précise, mais je le vois quand les gens sont touchés au cœur. Et donc si à la fin d'un rituel, les gens sont pas touchés au cœur, bah ça veut dire qu'il faut encore travailler. C'était pas ça. Mais c'est pas grave. Ouais, bien sûr. On travaille, de toute façon, on est toujours en perpétuel travail quand Ouais. on crée, je pense. Et du coup, dans quel cadre, matériellement parlant, tu crées ces œuvres-là ou tu crées ces rituels dans ta tête ou tes poésies? Dans quel cas tu les écris? Où? C'est-à-dire Ouais. Euh, Ça peut être un atelier. Enfin, j'aime bien travailler en atelier. J'ai eu 3 ateliers différents depuis que je suis à Paris. J'en ai eu un haut lieu dans le 19e qui ressemblait à un espace de coworking. Ensuite, j'en ai eu un au Grand Voisin où là, c'était un atelier partagé dans un espace assez privilégié à Paris, un grand espace de verdure où il y avait plein de pratiques artistiques qui se rencontraient. C'était aussi un accueil pour migrants, un lieu pour les associations. Donc là, c'était une effervescence perpétuelle. Et puis mon dernier atelier, ça a été le 59 Rivoli, qui est un grand squat en plein centre de Paris, où le public passe et repasse. Donc là encore, c'était un autre cadre. Et sinon, j'ai un petit atelier portatif qui est mon ordinateur portable. Alors, est-ce que quand t'as un atelier qui est ouvert au public, comme au Grand Voisin ou au 59 Rivoli, et que du coup, ta création, elle est... Enfin, ton espace créatif et ton processus de création, il est aux yeux du monde. Est-ce que ça change quelque chose de quand tu es tout seul avec ton ordi chez toi? Oui, c'était très difficile de créer quand il y avait le public au 59 Rivoli, parce que les gens veulent interagir avec l'artiste et que je n'avais pas envie de leur refuser ce contact. Donc, très vite, je me suis rendu compte que quand l'atelier était ouvert au public, j'allais pas beaucoup travailler, j'allais être là pour discuter avec les gens. Et c'est pas grave, c'est ok. Et donc, je me concentrais sur mon travail plutôt le matin, aux horaires de fermeture. Ok. Mais est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Du coup, d'avoir le travail qui est diminué, on va dire, l'espace de travail ou le temps de travail qui est diminué, parce que du coup, il y a des moments où tu es obligé d'interagir avec les gens et que tu sépares ça du travail. Mhm. Est-ce que ces moments-là, ils apportent plus au temps de travail que quand on est perpétuellement plongé dans son travail, quand on est tout seul? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire non, ça apporte pas grand-chose. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, je me rappellerai de certaines rencontres, de certains commentaires, de certaines personnes qui m'ont plus marqué que d'autres et je dirais ah ouais, en fait, si. Euh, et sinon, quand tu dis être plongé tout seul dans son atelier, on n'est jamais plongé tout seul dans son atelier, je crois. Enfin, moi, en tout cas, pas. J'ai toujours été dans des ateliers partagés et les moments où je travaille toute seule, honnêtement, il y a le portable à côté, il y a une fenêtre internet ouverte. On n'est jamais vraiment seul. Moi, j'ai pas trop... je pense pas trop refléter le cliché de l'artiste bohème qui s'enferme dans son monde pour créer. Ouais. Mais des fois, c'est juste des bulles, tu vois. Oui, C'est pas forcément un cliché, parce que là, je me défends moi, parce que je suis un peu comme ça, genre. vas-y. Mais tu vois, c'est bizarre. Moi, mon cadre créatif, je déteste écrire chez moi. Ok. Tu vois, bon, là, c'est un peu compliqué depuis le Covid, je suis obligé d'écrire chez moi. Mais sinon, moi, mon cadre créatif favori, c'est Le dans des métro. bars. Ah, Ouais, les je me bars. pose dans des bars ou Ok. dans des restos Ok. ou dans des cafés et
j'aime bien en créant regarder les gens, même si ça n'a rien à voir avec le cadre dans lequel je suis, ce que je suis en train d'écrire, ou que les gens ne vont rien m'inspirer, mais j'aime bien. J'aime bien l'effervescence autour de moi quand je fais ça. Tu vois, c'est une forme de bulle pour moi avec Ouais, des gens qui y participent, tu vois. Et ça me fait du bien, moi, d'être dans ce cadre-là. ok. Du coup, je suis un peu dans ce cliché de j'ai besoin de cette bulle et tout, tu vois. Que, en vrai, je peux plus. C'est un cliché que je brise moi-même par la force des choses qu'il y a le Covid, tu vois. Mais je le vois, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à mettre à écrire depuis qu'il y a le Covid parce que j'ai pas ce cadre-là et que j'aimerais bien le faire dehors, tu vois, et Mhm. dans ce cadre-là. Mm. Je vois que ça me manque un peu. Du coup, je sais pas si c'est vraiment un cliché, mais il y a- Et t'as pas essayé le métro? le métro, j'ai pas essayé parce que le métro, tu vois, le métro, c'est un autre espace pour moi. Ok. Le métro, c'est un espace, c'est comme les trains. J'aime bien ces espaces-là où les trains, les avions, les transports en général. J'aime bien ces espaces-là pour m'enrichir, lire, écouter de la musique, écouter des podcasts, regarder des vidéos. C'est pas un espace créatif, c'est un espace d'enrichissement, tu vois. Ok. Et du coup, je suis plus fermé aux autres, Ok. bizarrement. Tu vois, c'est assez paradoxal de dire ça, mais quand je suis dans les transports, je suis plus fermé, j'observe beaucoup moins mon monde Ok. et je suis dans ma petite bulle. Mm. Alors que quand je suis dans un moment où je devrais plus me fermer pour être dans ma bulle pour écrire, j'aime bien observer le monde. Et ça me permet plus d'écrire, ça me libère bizarrement. C'est assez particulier. Mais du coup, ouais, tu vois, c'est cette bulle-là. Je sais pas si parce qu'en fait, on a tous nos bulles. Je crois que c'est un peu ça en vrai. On a tous nos bulles créatives. Mhm. Du coup, on est tous un peu ce cliché-là. Juste nos bulles, elles sont différentes. Mm. Et elles paraissent pas être clichés. Mais en Mm. vrai, elles le sont un peu. Tu Ok. vois. Moi, je suis archi cliché de dire, ouais, je viens d'aller dans un café. C'est archi cliché, grave, tu Je vois. t'imagine avec un cigare. Ouais, tu vois, genre Hemingway, tu vois, au bar. Grave. Mais il y a une question que je vais te poser aussi, c'est est-ce que parfois, quand on sait qu'on a une performance à faire et qu'on doit écrire des poésies pour les gens, est-ce que ça arrive qu'on n'y arrive pas, tu vois, que même si on sait à qui on va les dédier, même si on sait ce qu'on doit raconter, que les mots viennent pas. Non. C'est vrai? Alors, je fais toujours tout au dernier moment. Pourquoi? Ça m'intéresse ça. Je me mets à travailler quand j'ai plus le choix, en fait. Je me mets à faire les choses quand le truc, c'est dans 1 heure. Ça m'est déjà arrivé d'arriver à une performance. Je suis en tenue. Il y a tout le set qui est installé. Les gens arrivent dans une demi-heure et j'ai pas écrit le poème d'introduction. Et je suis avec mon laptop sur les genoux à écrire le poème d'introduction et ça sort. J'ai pas le syndrome de la page blanche. Ça Mais vient. est-ce qu'à cause de ça ou pas? Parce que je suis un peu comme toi, moi. J'aime bien écrire dans l'urgence Oui. pour deux raisons. Parce que déjà, ça me force à réfléchir profondément à ce que je dois faire. Et parce qu'il y a un truc que j'ai déjà dit, mais que je dis pas souvent, c'est que je déteste me relire. Du coup, j'aime écrire d'un jet. Ah. Tu vois, j'aime écrire d'un jet. Et souvent, c'est comme ça. Dès que j'ai une inspiration, je l'écris d'un coup. Je me relis pour le tempo, bref, des trucs d'artistes et d'écrivains, là. Tout Je à me relis fait. pour le tempo, rajouter des virgules, changer, mettre des synonymes à la place d'autres mots et tout. Bah Mais ça pour moi c'est se relire. je me relis qu'une fois, au moment où je l'écris. Tu Ok. vois, pour vérifier. C'est comme si tu parlais du rap, tu vois, c'est comme si je composais un beat et je réécoutais les beats pour voir s'il manque pas juste une caisse claire ou un truc, Ok. tu vois. Mais le beat est composé, juste faire les finitions. C'est ça que je fais. Mais après, terminado, c'est fini, c'est c'est bien, c'est pas bien, trop tard, c'est fait. Tu vois. Et Ouais. du coup, pour ça, j'écris, et ça m'est déjà arrivé aussi en plus, de faire comme toi, de finir des trucs 1 heure avant ou le matin pour Et l'après-midi, le truc est bien. tu vois. Ça m'est déjà arrivé une fois que c'était pas si Ah bien. ouais. Une fois, ça m'est arrivé que c'était pas si Ok. bien. Où je me suis un peu vautré en vrai. Tu vois. D'accord. Et peut-être j'ai dû procrastiner à ce moment-là, en vrai, honnêtement. Mais sinon, j'aime bien écrire dans cette urgence-là. Tu vois. Où je me mets dans une urgence, moi, avec des deadlines, par exemple. Où je vais me dire, ok, bah, j'ai ce texte-là à écrire. Il faut que je le termine avant, je sais pas, Oui. le 20 février. Moi Comme s'il y aussi. avait une échéance alors qu'on n'en a pas. Alors moi me créer des deadlines c'est toute ma vie. Si j'ai pas de deadline je termine jamais. C'est pas que je fais rien, c'est que je ne mets pas le point final. Et donc, par exemple, ce que j'avais proposé dans mon atelier au 59 Rivoli, où j'invitais des artistes écrivains à partager leurs textes, c'était pour leur offrir à eux des deadlines.
Parce que je pense qu'on est beaucoup à fonctionner à la deadline. Et donc moi, parfois, je me programme des événements. L'œuvre n'est pas du tout sur pied, mais c'est juste comme ça, je sais que dans 1 mois, je l'ai annoncé l'événement. J'ai fait la pub sur Insta, je l'ai mis dans ma newsletter. C'est bon, c'est fini, je peux pas reculer. Et du coup, je suis obligée de le faire. Est-ce que ça veut dire que quand t'as pas de deadline ou t'as pas d'événement en vue, tu t'écris pas? Si, je vais créer ou écrire ou imaginer des choses et les poser dans mon carnet de recherche. Mais comme je dis, il n'y aura pas le point final. Tant qu'il n'y a pas la deadline, je vais toujours trouver un truc à améliorer, à pousser, à creuser. Et on arrive à être assez satisfait de son travail quand on n'a pas le temps d'améliorer ou de creuser et qu'on a mis le point final et qu'on est obligé de se dire, je suis obligé de donner. Tu vois, quand on finit le travail une demi-heure avant la performance, est-ce qu'on est quand même satisfait? Pour le moment, je suis satisfaite de ce que je propose et j'ai jamais bossé autrement. Donc je n'ai pas de moyen de comparaison. Ouais, c'est vraiment ta manière de fonctionner en vrai. Je sais pas comment ce serait si ma pièce, elle était pliée 2 semaines avant, que j'avais pu m'entraîner, le montrer à des gens, avoir leur retour, améliorer. Par contre, ce que j'aime faire, c'est refaire la même performance, le même rituel, plusieurs fois. Parce que de fois en fois, ça va toujours être amélioré. Quand tu dis refaire, c'est-à-dire? C'est le même concept. Par exemple, je me souviens, avec un artiste qui s'appelle Cyprien Derez, on a organisé un repas de chips. Ok. Donc on a invité 10 personnes à venir dîner dans une galerie. On leur a juste demandé de venir bien habillés à l'heure. Les gens arrivent dans la galerie, ils voient des œuvres, des sculptures, des tableaux dans un white cube et une grande table très protocolaire, nappe blanche, couvert, verre à vin, verre à eau. Bon, les gens s'asseyent. Et là, Cyprien et moi, on entre en scène. On clame un premier texte pour ouvrir le banquet. Il y a un menu, entrée, poivron grillé. On apporte une assiette. Dans cette assiette, il y a des chips saveur poivron grillé. Et là, je me mets à clamer un texte sur le poivron grillé. Comment on fait les poivrons grillés à la marocaine? Comment on les laisse longtemps dans le four jusqu'à ce que la peau devienne bien noire? Et puis ensuite, on ajoute l'huile d'argan. Et bref. Donc, les gens mangeaient des chips qui ont juste eu un E42 ou un B12 ou un 350, je sais pas quoi, de l'arôme de ce qu'on est en train de décrire. Et en fait, ce qu'ils mangeaient vraiment, c'était nos mots. C'était tout le texte, le voyage qu'on leur proposait par la parole. Et ben ça, on l'a fait une première fois. On n'était pas contents. Et il y avait un deuxième dîner 1 semaine après. On a tout repris. On a tout restructuré. On a changé plein de choses. Et le deuxième repas, on était super fiers de nous. Ok. Et du coup, si je comprends bien, du coup, c'est vos mots qui créent le goût et enrobent de goût les chips, finalement, en vrai. Finalement, oui. Ok, Voilà. C'est super ça. Et mais du coup, là, il y a une question qui me vient là. Est-ce que tu perçois ton art autrement que par la performance? J'ai pas compris la question. Dans le sens où, est-ce que, en fait, pour essayer d'être plus précis, tout ce que tu me décris et toute la manière dont tu orchestres ton art, c'est de la performance. Oui. Tu vois, un rituel, je suis une fée, je montre ça, j'organise des dîners un peu particuliers où je déclame, c'est de la performance artistique, Oui. vraiment. Est-ce que tu pourrais montrer ton art autrement que par ce biais-là et juste, par exemple, filmer ça, mais de manière orchestrée, tu vois, une reconstitution avec des comédiens qui jouent les gens qui mangent des chips, c'est vous qui déclamez, et juste passer la vidéo en étant en retrait, ou juste exposer, mais sans être vraiment là, avec juste les gens qui puissent lire tes poésies, sans faire de la performance. Ouais, c'est une super question que je me pose souvent. Ce dîner en question a été filmé. On avait un ingé son, on avait 2 caméramans. La vidéo, je ne l'ai jamais montée. Bouteille à l'amour, plein de fois, je me suis dit, comment je le montre dans un cadre d'exposition, sans être là? Je le fais pas. Ça vient pas. Je sais pas pourquoi. Alors, dans ces cas-là, je me console ou je me rassure en me disant, non, mais toi, ce qui te plaît, Alice, c'est de le faire.
c'est le moment où tu es en train de le faire. Et puis, il y a une autre petite voix qui me dit, ouais, mais quand même, tu devrais faire des vidéos de ce que tu fais. Alors pour ça, j'essaie de m'accompagner de vidéastes, de réalisateurs qui pourraient m'aider à finalement transformer ces performances en des photos ou des instants vidéo qu'on pourrait regarder sans être obligé d'y participer et sans que je sois obligée d'être là. Parce que du coup, le fait que je sois obligée d'être là réduit beaucoup l'audience. Ça fait qu'il y a très peu de personnes qui peuvent participer ou avoir connaissance de ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, oui. Si, un petit peu, mais du coup, j'ai une question en complément, c'est, est-ce que, imaginons, moi, je suis commissaire d'expo et j'aime ce que tu fais, mais je veux juste les mots. Et du coup, je viens te voir, je te dis, Alice, moi, je veux que tu participes à mon exposition, mais c'est le Covid, du coup, les artistes seront pas là. Il y aura que du public sélectionné qui va venir. Et vous aurez un espace qui est un espace égal pour tout le monde, qui est, par exemple, une feuille avec juste vos mots. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire, ça, ou pas? Oui, ça m'intéresse toujours de faire. Je dirais oui. Après, je pense que... Enfin, oui, quand t'as dit oui, juste les mots, alors là, tout de suite, dans ma tête, ça a fait... bah ouais, mais moi, je vais trouver un protocole où je vais chuchoter un poème et les gens vont mettre un casque et ils vont fermer les yeux, ils vont écouter le poème. Après, tu m'as dit, non, tout le monde aura une feuille blanche pour écrire. C'est pour ça que j'ai dit ça. Je me dis, bon, ok, alors la feuille blanche, je la mets dans les toilettes. Comme ça, les gens, ils sont en train de faire pipi et ils lisent mon poème pendant qu'ils pissent et du coup, ça crée une interaction. Et après, t'as dit, non, tout le monde dans le même espace. Mais oui, j'aurais fait l'expo quand même. Mais est-ce que tu crois qu'il te manquerait quelque chose à toi si t'avais pas cet espace de performance ou cette possibilité? Ce sera l'expo de la commissaire. Ouais. Ce sera pas du Alice Mais c'est toi qui Fergoret. oui, Ce c'est sera toi qui du... proposes. Tu vois, il y a ce truc-là aussi. Tu vois, quand t'es artiste et que tu crées une œuvre, tu peux savoir comment tu veux qu'elle soit mise en scène. Oui. Tu vois, pas tout le temps, bien sûr. Mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est un peu ça. Tu vois, tu décides toujours de ce qu'est l'œuvre et comment elle est mise en scène. Oui. Et les deux vont de pair, j'ai l'impression, chez toi. Ah tu oui, vois. bien sûr. Du coup, du coup, c'est à toi que je m'adresse. Et quand on est toi et qu'on a moi et qui vient te casser les bonbons un peu en disant ouais, mais tu vas pas pouvoir décider de comment tu proposes l'œuvre, c'est moi, je vais décider. Est-ce que, même si tu le fais, parce que on est artiste et quand on nous offre un espace de proposition, on le prend, en vrai, on le saisit, Oui, tu vois. Mais est-ce que en toi, il n'y aurait pas un truc qui te dit ah, je suis un peu, tu vois, je suis un peu dégoûté, j'aurais pas fait comme ça. Non, pas dégoûté. Il y aura de la curiosité de ah, je l'aurais pas fait comme ça. Je sais pas si ça va toucher le public, mais je fais confiance à tel commissaire ou tel galeriste. Je fais confiance, on essaye. Et au pire, si c'est pas bien, passe quoi? Pas grand-chose, en vrai. Au moins, on aura essayé. Je suis sûre qu'on aura fait un vernissage très sympa. Et j'aurais rencontré d'autres artistes. Et j'aurais construit une relation avec le commissaire en question. Voilà, c'est pas grave. Ok. Moi, je suis toujours... je fais d'abord. On voit après. C'est la bonne méthode à faire, je crois. Moi, Ouais. je fais comme ça, en tout cas. Du coup, ça m'arrange que tu Et dises ça. il y avait un de tes interviewés qui en parlait aussi, je me souviens. Mais en Ça fait, m'avait marqué. beaucoup disent ça, en Ouais. vrai. Il faut faire et bon. De toute façon, il faut faire. Faut faire. Après, il faut accepter qu'on voit après, mais en tout cas, il faut faire, Mm. dans tous les cas. Et comme je disais, en vrai, surtout quand t'es un artiste débutant, je dis ça pour ceux qui débutent du moins, quand t'es un artiste débutant, et ça a été mon cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu débuter, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a proposé un espace, même pour raconter une petite anecdote, et c'est comme ça que la connexion avec notre amie commune Marie s'est faite. Oui. C'est qu'en fait, on a participé à Beaubourg à un festival qui s'appelait Hors Piste. Tu vois, en fait, ils avaient contacté ils avaient organisé un festival qui était en création, qui était dans 3-4 mois, je crois. Et ils avaient convoqué tous les adhérents à Beaubourg. Moi, j'étais adhérent à Beaubourg au musée. Parce qu'ils voulaient les faire participer, mais ils avaient déjà décidé d'une forme. Mais en vrai, c'était assez ouvert. Et la forme, c'était qu'ils voulaient faire des discussions, les enregistrer et les diffuser dans l'exposition, dans le festival. Et du coup, il y avait des artistes qui étaient déjà là, qui avaient déjà des œuvres qui devaient être présentées et tout. Et nous, on arrive, du coup, dont moi et Marie, on discute et tout, et on explique, du coup, Marie explique qu'elle est peintre et tout, moi j'explique que j'écris, nanana, tu vois. Et là, la directrice du festival dit, ah, trop cool, il y a des espaces libres
dans le festival qu'on cherche à combler, il y a des propositions à faire. Et elle dit, ben, Marie expose une œuvre, et le thème, c'était la nation dans la nation. La nation, c'est la nation tout court, le terme. Et moi, au détour d'une discussion, je parle de l'argot. Mhm. Je parle de l'argot. Et là, il y a une dame dans l'assemblée qui rebondit, qui parle des patois. Parce qu'elle était plus âgée, qu'elle venait du sud, et elle parle des patois. Et du coup, des langues un peu mortes, des petits villages et tout. Et là, la directrice du festival, elle nous dit, ouais, ah bah trop cool, il y a une classe libre d'1 heure. Animez-la en parlant de ça. Et je dis, ah ouais, ok, trop bien et tout. En vrai, je maîtrise pas trop le sujet, mais en tout cas, je connais l'argot. Je parle plein d'argots différents, en tout cas de plein de régions, de plein de villes différentes en banlieue. Du coup, je connais un peu, je peux en discuter. Et en fait, il y a un truc que je comprends mal, c'est qu'elle nous dit, venez tel jour à telle heure. Moi, je dis, ok. J'arrive le matin à Beaubourg. Il y a l'exposition qui avait déjà commencé. C'était la 2e semaine qu'on devait intervenir, nous. Et j'arrive et je dis, ok, ben, du coup, là, c'est quoi? C'est une répète et tout? Il était 10h du matin. Elle me dit, non, non, ben là, dans 1 heure, tu commences. Et en fait, j'avais rien préparé. J'étais pas pour moi, j'étais juste venu regarder comment ça se passait. Et j'étais venu pour répéter un truc ou lui dire ce que j'avais proposé. Ouais. Et je vois la petite dame qui devait intervenir avec moi, qui, elle, avait compris et avait préparé ses fiches. La petite dame, c'était Marie? Non, non, c'était une, Ok. non, c'était une dame vraiment âgée et tout. Je crois que je dis la petite dame. Mais elle avait préparé des textes, elle savait de quoi elle voulait parler, elle préparait des fiches et tout. Et moi, j'arrive là, les mains dans les poches, même pas préparé, à moitié réveillé, parce que je suis venu en courant le matin à 10h. Sauf qu'en vrai, il y avait un public. Je me suis dit, maintenant je suis là en fait. Mm. Trop tard. Fait. Et du coup, j'ai parlé. Et c'est sorti tout seul. Et du coup, pendant 1 heure, on a animé ça. Où elle a parlé des patois, j'ai rebondi, j'ai parlé de l'argot. Et ça a marché. Et là, la connexion avec Marie s'est faite. Elle m'a dit, j'aime bien comment tu parles et tout. J'aime bien l'énergie. Envoie-moi ce que tu écris. Mhm. Et peut-être qu'on collabore un jour. Et finalement, j'ai envoyé ce que j'écrivais. Elle a aimé. Et elle avait un espace aussi dans une galerie où elle exposait. Et elle m'a dit, j'ouvre mon espace d'exposition à plusieurs artistes. Viens y participer, fais une lecture. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et pareil, quand elle m'a proposé ça, moi j'ai dit, ouais, mais moi je suis pas un lecteur à la base. Moi j'écris seulement. Et c'est même grâce à elle que je suis au théâtre maintenant, parce que c'est la première fois qu'on m'a libéré. Et que je me suis permis d'oser faire ça. Et elle m'a dit, ouais, mais t'as un truc à dire, viens dire tes textes et tout. Et je lui ai dit, ouais, mais je joue pas, là, parce que moi j'avais écrit du théâtre, c'est ça que je lui avais envoyé. Elle voulait que je joue ces textes-là. Et je lui ai dit, ouais, mais moi je joue pas. Et puis ma pièce c'est compliqué, il y a plusieurs personnages, je me vois pas jouer des personnages différents. C'est pas du tout mon truc et tout, je suis pas comédien, j'étais pas à l'époque, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, ben fais ce que tu veux. Mais prends cet espace-là, fais ce que tu veux, mais viens dire des trucs. Et du coup, j'ai dit, ok, ben, je vais prendre des textes que j'ai déjà écrits et je vais en écrire un spécialement pour ça. Et j'ai fait ça. Et les gens sont venus et j'ai déclamé mes textes. Et c'était la première fois. Et du coup, quand on m'a proposé le théâtre, je me suis dit, bah, je l'ai déjà fait, j'ai déjà osé le faire. Ose encore le faire. Et aujourd'hui, je suis comédien grâce à ça. Du coup, faites, tentez. Et, et on verra comment ça se passe en vrai. Je crois que c'est ça le plus important. Pour revenir un peu à toi, est-ce que tu peux me dire si tu as une performance dont tu es la plus fière, du coup? Ah, Bouteille à l'amour. De façon générale ou une fois où tu l'as fait spécifiquement? Si, une fois où je l'ai fait spécifiquement, j'ai les larmes aux yeux quand j'y pense. Je venais de rentrer à Paris. J'ai quitté l'Allemagne parce que j'avais besoin d'être en famille pour créer. En famille au sens large. Les amis, la MIF. Et du coup, le 14 février allait approcher. Et je me suis dit, c'est une bonne deadline pour faire Bouteille à l'amour. J'ai appelé 2 amis très chers, Danilo et Oussoufa. Et je leur ai dit, j'ai besoin de vous pour faire cette performance. J'arriverai pas à le faire toute seule. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Oussoufa à la photo, Danilo au soutien moral. Ils ont dit ok. Et on a pris une table, 2 chaises, mon matériel, et on est allé au 104. On a posé tout ça au 104. Performance pirate. Personne ne nous avait rien demandé, personne ne nous attendait. Le 104 qui est un musée, atelier artistique libre. 104 bibliothèque, lieux hybrides, espace d'entraînement. Voilà.
Et j'ai fait Bouteille à l'amour le 14 février en robe blanche pour la première fois avec tout ce matos bien préparé, bien précis, au 104 donc. Et ce qui m'a énormément touchée, c'était la diversité des publics. Il y avait aussi bien monsieur, madame, la soixantaine qui était au 104 pour aller voir l'exposition qui était proposée alors, que Ali, migrant, je pense, syrien, qui était là à rien faire. Il attendait et il s'est prêté au jeu. Je me souviens, il a écrit une lettre à sa mère. Et sur le titre de la bouteille, il m'a demandé d'écrire ma vie. Et puis le crew dancehall qui s'entraînait juste à côté de moi, ils sont tous passés après. Ils l'ont tous fait, j'étais trop contente. Une de ces personnes est devenue un ami, You, dédicace. Et des petites ados, des mamies. Voilà, là, quand j'ai vu tout le panel d'âge, de genre, de culture, de milieu qui sont venus faire Bouteille à l'amour et qui sont ressortis contents, c'était le début. Du coup, en fait, la première fois, c'est celle dont tu as pu faire en vrai. Ça, c'était pas la première fois, c'était la deuxième. Comme je t'ai dit, la première fois, c'était au Portugal, sur une place de village dans un Tupperware. Ok. Ok. Ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Okay. Et sinon, je suis très contente aussi de ma toute récente pratique de conteuse. Découvrir que je peux raconter des histoires, que je fais ça bien, que j'y prends beaucoup de plaisir et que ça emmène à chaque fois les gens en voyage, c'est génial. Je me fais tellement plaisir avec ça. Et tu fais plaisir aux gens parce que je l'ai vécu et c'est vraiment super à vivre. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et pour ça, c'est là, je tiens à les remercier. C'est vraiment la Cour des comptes. C'est un petit collectif de conteurs que j'ai rencontré dans un festival. C'était Charles, en l'occurrence, le conteur que j'avais sous les yeux. On était tous assis en rond, en tailleur autour de lui. Il nous a raconté une histoire comme ça. C'était simple, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de lumière, de mise en scène, de costume. Et c'était génial. Et la Cour des comptes, il raconte toujours comme ça, de façon très simple. De temps en temps, il y a un musicien. De temps en temps. Et c'est vraiment eux qui m'ont mis le coup de pied au cul pour que je me dise, Alice, t'as pas besoin de cours de théâtre, de cours de diction. Non, tu prends une histoire, tu la racontes. Et ma première auditrice, ça a été ma grand-mère. Je m'entraîne souvent sur mes grands-mères. Ben, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien, super. Ben, merci, on va conclure. Ok. Et pour conclure, j'ai toujours 3 petites questions. Allez. La première, c'est ton objet créatif favori. Les mots. Super. Ou les gens. Les mots. Les mots. Les mots, ok. La deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative inspirante pour moi. Oh, il y en a tellement. Faut que je réponde vite ou je peux me concentrer. Tu peux te concentrer. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Trou noir, je vois rien. Tu vois rien parce qu'il y en a trop? Ouais. Attends. Œuvre créative inspirante pour moi. Je suis désolée. La vidéo du concert de Beyoncé, ça m'a tellement inspirée, qui était sur Netflix. Ok. The Homecoming, c'est ça? Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu tout le travail de collaboration qu'il y a. Comment elle réussit à fédérer des gens autour d'elle. Comment elle est perfectionniste au point de tous les soirs, après la représentation, elle regarde ce qui s'est passé et elle contacte l'équipe de danse ou l'équipe de maquillage pour dire « Là, sur tel truc, on peut faire mieux ». Homecoming, ça m'a vraiment poussée à créer en collectif et à faire graviter des gens autour de moi. Ok, top. Et la dernière,
un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Euh, hmm. N'attends pas que ce soit parfait pour le montrer. Fais de façon imparfaite et dis-toi que tu vas montrer aux autres un brouillon. Alors voilà, si ça peut aider, commence par un brouillon et tu te dis que ce que tu vas montrer, c'est le brouillon, mais au moins tu vas commencer. Et mets-toi une deadline. Ok, merci. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ce que tu fais, ce qui est génial. Cool. Pour que les gens te contactent et que tu leur proposes des comptes, parce que c'est une expérience à vivre qui est Par téléphone. extraordinaire, vraiment. Merci. Et voilà, likez, commentez, partagez. Allez suivre Alice. Et merci beaucoup. Merci à toi, À la Dixon. prochaine. À la prochaine.